Chers abonnés, bonjour. J'espère que vous allez bien. L'invité que nous recevons aujourd'hui est un ancien joueur pro qui a évolué essentiellement au Canada, aux États-Unis et en Finlande, et qui aujourd'hui est le fondateur de l'académie Starting Eleven. Il s'agit de Shakib Ossine. Salut Shakib, comment tu vas? Salut gars, ça va super bien. Merci pour l'invitation. Vraiment un plaisir d'être là, pouvoir discuter avec toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on discute tout le temps, hein, qu'on se bat à Marivic, mais là, on a décidé de le faire un peu plus vidéo, quoi. Bah, écoute, le plaisir est partagé, sincèrement. Et bon, c'est sûr qu'on en a déjà parlé et que je l'avais déjà dit, mais là, je te le dis encore de vive voix. Je suis vraiment impressionné, tu vois, par le travail que tu fais. C'est sûr que on est un peu dans le même domaine, on Ouais, va dire, tu j'allais en vois. parler après. Mais regarde, à the end of the day, moi je l'ai toujours dit, tu vois, c'est que chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice, tu vois, 100%. et c'est ça qui est le plus important. Et ce qui est encore plus important, je trouve, c'est vraiment, tu vois, de mettre les jeunes en position de réussite, tu vois. Voilà, et je pense que c'est pour connaître un peu aussi, tu vois, les jeunes, tu vois, qui sont dans ton académie. Ben, ce que je vois, c'est que ce soit toi, tu vois, ou les gens de ton équipe, vous êtes vraiment une source d'inspiration, tu vois, pour eux. Et il faut continuer parce que, voilà, à the end of the day, c'est le Québec qui gagne, tu vois. Exactement. Ouais, non, moi aussi, je pars du même principe. À partir du moment qu'on a tous le même objectif, qui est de promouvoir et mettre de l'avant le talent québécois, je pense qu'au final, on est un peu tous ensemble là-dedans. Exact. Ben alors, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour commencer, peux-tu nous résumer ton parcours en quelques mots? Oh, ouais, rapidement, en fait, je suis né en Algérie, je suis arrivé ici assez jeune. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis arrivé à l'âge de 1 an, mais on est retourné en Algérie, puis pour de bon, j'étais revenu, j'avais 8 ans. Et puis, ouais, un peu comme tout le monde, je jouais dans la ligue du quartier. Dans le temps, j'étais à Saint-Léonard. Et puis après, je suis allé à Rivière-des-Prairies. Puis à partir de là, je suis resté à Rivière-des-Prairies tout le long. Puis voilà, jouer avec l'équipe du coin, c'était que du kiff, du pur kiff total. Sincèrement, et c'est ce que j'aime dire aux jeunes, aux parents aussi. Lorsque l'enfant est jeune, il doit énormément s'amuser. Ça doit être beaucoup à base de technique, que du kiff, comme on dit. Alors c'était ça. Puis tranquillement, après Concordia, puis après bon, le semi-pro, etc., etc. Mais à la base, c'était ça. C'était vraiment un jeune qui jouait, puis qui fait le football, quoi. Ok, donc tu es vraiment un kid de RDP en fait. Ouais, ouais, RDF, c'est la maison. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ben, tu l'as déjà dit, tu es né à Alger en 1991. Mais est-ce que tu peux brièvement nous expliquer, tu sais, dans quel contexte tu Ouais, as grandi? ouais. En fait, là, tu me mets dans les souvenirs, mais ouais, non, avec plaisir. Ouais, Alger, j'ai grandi là-bas. On dit le Houma, le quartier. Plus précisément au Golfe. C'est vraiment un quartier, je sais pas s'il est connu, mais en fait, il y avait plein de bâtiments. Ce qui veut dire plein de bâtiments veut dire plein de jeunes. Alors, c'était simple. Après l'école, tout le monde en bas, puis c'est là où ça jouait. On avait vaguement un ballon. C'est pas pour faire genre, mais on n'avait pas vraiment de souliers non plus, tu vois. Ouais. C'était des souliers troués, c'était un peu. Pour vrai, sincèrement, c'est que des beaux souvenirs que j'ai par rapport à l'Algérie parce que c'était. Bon, j'étais jeune aussi, là, mais c'était. On termine l'école, on se retrouve tous en bas, on joue jusqu'à pas d'heure et puis après on rentre à la maison, on se fait un peu gronder par la maman, puis le temps de prendre la douche, de manger, puis dodo et rebelote. Alors c'était vraiment ça. Puis ouais, à l'âge de 8 ans, on a décidé de venir ici au Québec, à Montréal, pour de bon. Mhm. Et alors, à quel moment tes parents ont vraiment décidé, tu vois, de s'installer pour de bon au Canada? En fait, mon père, c'est ça, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on est arrivé à l'âge de 1 an ici. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mon père avait un cabinet, il était médecin en Algérie. Alors, quand on est retourné, c'était un peu difficile pour lui. Tu sais, il devait faire un choix. Finalement, il l'a fait pour nous. Euh, je pense qu'il l'a fait pour nous, en tout cas. Puis, ça nous a donné une opportunité ici. Puis, alors, c'est à partir de là qu'il a décidé, mes parents ont décidé de venir. J'avais 8 ans, puis on a décidé de rester ici pour de bon. Et c'est là où
ça a commencé, j'ai commencé à apprendre un peu comment jouer ici au Québec et puis comment ça fonctionnait. Il faut comprendre que c'est pas vraiment la même chose en Algérie, c'est que c'est plus des académies de clubs très jeunes, vu qu'il y a beaucoup de clubs dans chaque, je te dirais peut-être à Alger, je sais pas le nombre exact, mais il doit y avoir quand même beaucoup de clubs professionnels. Alors là-bas, c'est intégrer l'académie. Tu vois. Ici, c'est plus tu joues pour ton arrondissement et tu joues pour le quartier. Alors c'était un peu différent. Puis voilà, c'est ça, on est arrivé. Puis j'ai commencé à jouer ici. Et alors ici, tu as commencé à jouer, parce que bon, tu m'as dit qu'à la base, tu habitais à Saint-Léonard. Oui, au début, ouais. Ouais. Je pense que tous les Algériens qui arrivent ici à Montréal, ils vont directement au début C'est ça, hein. à Saint-Léonard et après, c'est ce que j'ai tu remarqué. regardes quoi. C'est vrai en plus, non, sincèrement, c'est vrai. C'est vrai, mais au final, tu es resté combien de temps à Saint-Léonard et puis c'est quand que tu es parti En fait, côté d'RDP? le primaire, alors 2 ans à Saint-Léonard, le temps de faire le primaire. Et puis après, directement, je suis parti à RDP. Ça veut dire que j'ai fait tout le reste, le secondaire, etc. Et plus à RDP. Je me rappelle plus trop, j'avais quel âge, mais ouais, c'est ça. On est resté 2 ans à Saint-Léonard. Et bon, une chose aussi que j'ai remarqué, parce que bon, entre parenthèses, moi j'ai grandi aussi avec beaucoup de bêtises. Mais comme tu le sais, moi à la base en fait je suis né en Belgique, j'ai grandi en Belgique. Ouais. Comme tu le sais, tu vois, grande communauté marocaine, mais algérienne aussi, même si bon, ils sont un peu moins qu'en France par exemple. Ouais. En France, je pense que vous êtes beaucoup plus. Mais une chose aussi que je sais, tu vois, c'est votre amour pour le foot. Ouais. Voilà, je pense que c'est dans toute l'Afrique en fait, c'est pareil, tu C'est ce vois. que j'allais dire. Ouais. Mais moi, ce que je voudrais savoir, à quel point tes parents, tu vois, t'ont influencé, tu vois, dans le fait de... Parce que je sais que probablement à la maison, vous regardiez du foot et tout ça. Très bonne question. En fait, je te dirais, sincèrement, c'est vraiment... c'est pas trop mes parents, c'est plus où est-ce que j'ai grandi. En Algérie, Alger plutôt, t'avais pas trop d'options, quoi. C'était le foot. Après, ça a donné aussi que j'adore le foot. Et puis, ça s'est fait naturellement, mais j'avais l'impression que j'étais un peu, je pourrais pas dire le premier qui a fait ça dans la famille, mais il n'y avait pas trop de foot. Mes oncles jouaient au handball, tu vois, pour te dire, mon père aussi un petit peu. Puis c'était beaucoup les études, l'école et tout. Alors c'était que concentré sur ça. On regardait pas vraiment de match à la télé, je te dirais. J'ai un flash. Le premier match que j'ai vu, c'était en 98, c'était la finale. Zizou contre, je dis Zizou, la France contre le Brésil. Alors pour te dire, en plus, je parlais de ça l'autre fois avec mon père. C'est vraiment, il a appris à kiffer le foot, à aimer le soccer via moi, par rapport à moi, vu que je jouais, puis ça, il s'est intéressé un peu plus. Puis bon, maintenant, c'est très important, là, entre nous, entre moi et lui, mais juste pour te dire que j'ai cette impression-là que c'était vraiment, en fait, j'ai grandi en Algérie, c'était ça, c'était le football. Puis après, c'est resté un petit peu en moi, puis voilà, quoi. C'est un peu moi qui l'ai amené dans la famille, je pense. Ok. Alors, peux-tu nous donner plus de détails par rapport à ton parcours de jeune, tu vois, plus dans le foot? Ouais. Au Québec? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. C'est un peu comme j'ai dit au début, Saint-Léonard, après, Rivière-des-Prairies. Puis à un moment donné, je commençais à voir, bon, pas juste moi, un peu aux alentours, j'avais du niveau quand même. J'étais pas mal, défenseur central, grand, etc., à l'aise avec le ballon. Alors tranquillement, je suis allé à Concordia. Dans le temps, tu avais Bourassa au Concordia, puis bon, ça s'est fait comme ça par contact. Reda Gouram, que je salue d'ailleurs, ça s'est fait vraiment comme ça en fait. Je suis arrivé, il y avait Reda, il y avait Imad et tout, un petit peu quelques gars, puis je me suis mis là, j'étais le plus jeune en plus. Puis c'est ça. À partir de là, je commençais un petit peu à comprendre que peut-être qu'il y avait quelque chose à faire, mais voilà quoi. Moi, il faut comprendre, c'est que je suis pas de ceux que ça a changé, bien sûr, mais à la base, je n'étais pas de ceux qui avaient un plan bien précis, tu vois. Peut-être parce qu'à la maison, on ne parlait pas de foot ou c'était pas foot, tu vois, mais puis aussi, je pense que maintenant, il y a plus de possibilités, puis il y a plus d'options comparé à avant. On va pouvoir en parler après, mais c'est ça. Alors, ça s'est fait vraiment, je te dirais, naturellement, puis tranquillement, ça a avancé. Il y a eu un creux à un moment donné, parce qu'il n'y avait pas de... Ce qu'il faut comprendre avant, il n'y avait pas de semi-pro, PLSQ, la Ligue 1 du Québec maintenant. Il n'y avait pas ça. Alors, c'était soit CNHP, équipe du Québec, et moi, je partais un petit peu en Algérie durant l'été. Alors, c'était un peu difficile pour moi de faire un petit peu ma place.
Puis jusqu'à temps que la PLSQ elle ouvre ses portes. C'était en 2012. Ouais, 2012, ouais, c'est bon. Ça. Puis à partir de là, je te dirais, il y avait un petit peu un switch. Ça a donné un peu plus d'opportunités. En fait, ça a donné l'opportunité de croire en soi, je te dirais, plus que donner une opportunité de vraiment jouer, puis de se dire, je vais réussir dans le foot. Ça a juste donné une opportunité où est-ce que, pourquoi pas, peut-être que. Et ce peut-être que, ben, ça ouvre beaucoup de portes, on ne le sait pas, on ne le réalise pas, mais ça ouvre beaucoup de portes à plusieurs joueurs. Ouais, bien sûr. Mais tu sais, on en parlera tout à l'heure, hein, Oui. mais il y a beaucoup, un peu comme toi d'ailleurs, mais tu as beaucoup de joueurs qui sont passés par le semi-pro et puis qui ont pris ça comme un tremplin pour aller aux États-Unis et éventuellement devenir joueur pro. Donc, non, c'est sûr que ça a beaucoup aidé. Mais justement, moi, ce que je voudrais savoir, on va retourner un peu, tu vois, dans ton adolescence. Ouais. C'est à quel moment tu as senti que tu pouvais vraiment faire quelque chose avec le C'est une foot? très bonne question. Je te dirais, peut-être dû à ma personnalité ou comment j'étais, je te dirais quand j'étais jeune, mais ça a pris du temps, pour être honnête, ça a pris du temps. La preuve, je suis rentré à l'académie très tard. Tu sais, je me rappelle encore, on pourra en parler après, mais quand je suis rentré à l'académie, Wilfried m'avait appelé, puis première chose qui me met de l'avant, c'est mon âge. Que j'étais, pour quelqu'un qui rentre dans une académie, très vieux. Alors, pour répondre à la question, je te dirais ça a pris du temps. C'est vraiment après. Durant mon adolescence, je pensais même pas que je pouvais être professionnel un jour ou que éventuellement que j'allais faire du foot plus tard ou même dans le coaching. Tu vois, j'étais vraiment le foot, c'était pour le plaisir, c'était du kiff. Je jouais pour l'école, je jouais pour l'équipe du quartier. Puis voilà quoi. C'était vraiment ça parce que c'était, je te dirais, en fait. C'était un petit peu difficile de rêver ou de croire qu'on pouvait faire quelque chose avec le foot. Bah, plus que maintenant. Ok. Et donc, tu en as déjà un peu parlé brièvement. Oui. Donc, en 2012, tu commences le semi-pro Ouais. avec Brossard. En passant par Mont-Royal aussi. Mont-Royal, que je sais que c'est un club qui t'est cher. Ouais. Mais peux-tu nous donner plus de détails justement par rapport à cette période? En fait, c'est là, tu vois, tout à l'heure, la question un petit peu. C'est pour ça que j'avais un peu de difficulté à y répondre parce que c'est là où est-ce que je te dirais, j'ai commencé à croire que je pouvais peut-être faire quelque chose avec le foot. C'est à partir du semi-pro. Pourquoi? Parce que on commençait à s'entraîner 3 fois semaine, ça commençait à être un peu plus sérieux. Pas que je m'entraînais pas beaucoup avant, mais avant, je jouais au foot. Et là, c'était un peu plus sérieux, c'était des entraînements plus spécifiques. Alors, Brossard, c'était une année difficile, mais en même temps, que je salue d'ailleurs Mohamed Lekhal, le coach que j'avais. On était beaucoup de jeunes, en fait. C'était que des jeunes. Puis, c'était une année un peu test pour tout le monde, je te dirais. Je pense qu'on avait fini au bas du classement cette année-là. Mais moi, personnellement, je pense aussi pour d'autres, ça nous a servi cette saison-là parce que j'avais quoi? J'avais peut-être 18 ans, quelque chose comme ça, 18, 19. Puis j'ai joué titulaire, j'ai joué tous les matchs. J'ai joué contre des joueurs un peu, voire beaucoup plus vieux dans le temps. C'était ça la PLSQ avant. C'était beaucoup sur l'expérience. Je me rappelle, il y avait l'équipe de Saint-Léonard qui avait gagné la première année d'ailleurs. Puis c'était que des anciens joueurs pro. Alors tu vois, c'était vraiment intéressant pour moi, pour un jeune joueur comme moi. Puis après, il y a eu Autrement. Autrement, c'était vraiment l'année. Déjà, d'ailleurs, on a été champion. Première saison dans l'histoire d'Outremont, on est champion, je me rappelle. Et puis après, c'est là où est-ce que vraiment il y a eu la suite des choses avec l'Impact de Montréal et puis l'Académie plutôt. Alors non, c'était de très beaux souvenirs. Et justement, là maintenant, tu viens de l'introduire. Donc, tu es passé avec les U23 de l'Impact de Montréal. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, mais tu as mentionné que tu avais une discussion avec Wilfried. Oui. En fait, c'est que, je t'explique rapidement. On termine la saison avec Outremont, et puis doublé, championnat, coupe. Et là, il y avait une petite tradition dans le temps. L'Académie faisait un petit match contre soit les champions ou, tu vois, je pense que c'était contre les champions. Puis là, bon, nous, on joue contre l'Académie. Puis ce match-là, c'était au REC à Outremont. Je me rappelle, ce match-là, il y avait 9 pros qui étaient descendus avec l'Académie parce qu'ils avaient besoin de temps de jeu.
des jeunes pros, mais ça restait quand même que c'était 9 pros. Il avait mis aussi des jeunes de l'académie aussi dans ce groupe-là, puis ils ont joué contre nous. Puis le match s'est terminé 0-0. Ok. Alors là, à partir de là, bon, j'avais fait un bon match aussi, puis à partir de là, bon, il y a eu des noms qui sont sortis. Ouais, c'était moi, Nazim et puis Was. Et c'est ça, bref. On va dans un genre de try-out d'une semaine. Ok. Ils nous disent, bon, vous venez. Dans le temps, je parlais avec Kit, que je salue d'ailleurs. Kit, et puis il m'appelle, il me dit, écoute, tu vas aller t'entraîner avec l'académie. U23 pendant une semaine. C'était au stade Saputo. Je dis, ok, parfait, j'y vais. On fait un entraînement, une semaine, bon, ça se passait bien. Et beaucoup de matchs, beaucoup de jeux réduits. Je pense que c'est la meilleure façon de savoir si le joueur a ce qu'il faut. Ouais, exactement. Puis non, c'est ça. Après une semaine, je reçois un appel. C'était Wilfried. Puis, Excuse-moi, oui. est-ce que c'était lui qui était le coach? C'est exactement ça. C'est ce que non. j'allais dire parce que j'étais un peu surpris de l'appel parce que je m'attendais à recevoir un appel de Phil. Parce que c'était Phil. Même durant la semaine d'entraînement, c'était Phil. Puis non, c'était Wilfried qui m'a appelé. Puis par mes trucs, il me dit bon, félicitations et tout. Tu vas intégrer l'Académie 23 l'année prochaine. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'année d'avant, c'était U21. Là, il est monté U23. Puis ça allait être en PDL, etc., etc. Je dis, ok, super, top, parfait. Et premier truc qu'il me dit, c'est ouais, t'as de l'âge, quoi. Pour quelqu'un qui rentre dans l'académie, c'est très rare, voire impossible qu'on fait ça. Alors, t'as beaucoup de boulot devant toi. Direct, boum. J'ai fait, ah ouais, ok. Ça m'a permis aussi un peu de comprendre dans quel monde je rentrais aussi. Hein. Faut comprendre qu'il y a une réalité entre le monde professionnel et le monde semi-professionnel. Elle y est. Alors, faut le plus rapidement l'accepter, le plus rapidement le comprendre et après s'adapter à ça, puis adapter un peu ton travail par rapport à ça, tes entraînements, etc. Alors, ça m'a pris du temps, je te dirais, de m'adapter. Ça m'a pris 6 mois. Exactement. Je le sais parce que j'ai été marqué par ça. Les 6 premiers mois, c'était très compliqué pour moi, mais très compliqué. J'avais l'impression que je ne savais même plus jouer. C'est à ce point-là, j'avais l'impression qu'il y avait eux, puis il y avait moi. Et même, tu le voyais sur le terrain, tu étais gêné, tu n'étais pas bien, tout le monde le voyait. Et là, quelque part, tu vois, ça m'avait un petit peu affecté, mais j'avais 2 options. C'est soit travailler plus fort, qui est réellement travailler plus fort. Ça veut dire, ce mot-là, et je l'aime beaucoup, travailler plus fort, il faut le comprendre. Travailler plus fort, c'est pas travailler plus fort de ce que tu fais déjà. C'est travailler plus fort de ce que se fait en ce moment. Ça veut dire que moi, j'étais à l'académie, je voyais des gars de la façon qu'ils s'entraînaient, je devais travailler plus fort qu'eux. C'est logique. 1 + 1 égale 2. Eux, ils sont déjà meilleurs que moi. Alors là, moi, j'avais compris rapidement que je devais faire plus que ça. Alors, je devenais plutôt m'arriver qu'il y avait des petits... Il y a un mur, en fait, là. Je venais faire des passes plus tôt. Je venais vraiment plus tôt m'entraîner. Au gym, je faisais un peu plus. J'allais voir Yann pour un programme un peu spécifique pour aller chercher un peu plus de puissance parce que je suis un défenseur central, grand, je manquais de puissance, je manquais un peu d'agilité. Et puis, alors, je travaillais plus. Et je suis passé du gars qui était même pas dans les options du 18 à être titulaire en 6 mois. Et voilà. Félicitations. Ouais, merci. Puis voilà, après, je commençais à jouer un peu plus, voire même beaucoup plus. J'étais titulaire. Puis même la dernière partie de saison, il y avait peut-être... J'étais un peu dans les plans de peut-être, je dis bien, faire le camp des pros. Mais bon, après, j'ai compris un petit peu la vision. Puis en même temps, je peux comprendre avec le recul. Ils ont mis des jeunes à la place. Bon, plus jeunes, parce que ça reste quand même que j'avais 22 ans aussi. Hein. Mais ils ont mis des gens un peu plus jeunes par rapport au camp des pros. Mais juste pour t'expliquer rapidement, la saison PDL, c'était ça. C'était au début, j'étais 0 dans les plans. J'étais même pas convoqué, en fait, par rapport au match. Puis après, la deuxième partie où j'étais titulaire. Alors. En passant, je t'ai vu jouer quelques fois. Hein. Oui. Parce que moi, durant cette période-là, on parle de 2012-2013. C'est la période où moi, j'ai commencé à coacher au CF. Ok. Parce que c'est la toute première job que j'avais ici, tu vois, en tant que coach. Et j'ai passé presque 5 ans là-bas. C'est là-bas que j'ai tout appris en interne. Ouais. On avait des formations avec Philippe, avec Will, avec Jason.
avec Yannick Girard. Cléo. Donc, tous ces gars-là, là, on était souvent avec eux, tu vois. Donc, ouais, autant tu as parlé de souvenirs, tu vois, pour Ouais, toi, ouais. mais moi aussi, ça t'a amené me aussi. remémore beaucoup de choses. Non, mais maintenant, toujours, pour rester par rapport au U23, parce que ce que tu as dit, tu vois, c'est que ça t'a mis à peu près 6 mois, Ouais. tu sais, pour que tu puisses rattraper les autres, parce que tu voyais qu'il fallait que tu travailles plus. Mais si tu dois expliquer brièvement, c'est quoi que les autres, en fait, avaient plus que toi? Ben, en fait, je pense c'est d'être, tu sais, je veux pas faire genre, mais ils étaient à l'académie bien avant moi, alors mine de rien, les joueurs avec qui j'étais, ils étaient là depuis quoi, peut-être U16. Ouais, alors ça fait quoi, ça fait 4-5 ans qu'ils sont dans l'académie ou est-ce qu'ils sont dans une structure. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence. Et moi, je parle de ça des fois avec certains joueurs. En fait, ce qu'il faut comprendre dans ce genre de situation, parce que beaucoup de joueurs vivent ces situations-là, bien sûr, ils vont le vivre différemment, mais ce qu'il faut comprendre, c'est de comprendre au début. À une situation, tu dois la comprendre. Il ne faut pas non plus te cacher ou te mentir à toi-même, quoi. Je comprenais que, en fait, le niveau que j'avais là n'était pas assez bon pour pouvoir performer avec ce groupe-là ou à ce niveau-là. Ça veut dire à partir du moment que tu comprends, tu es conscient, ben là, tu peux faire un plan de match ou un plan d'entraînement, un plan de travail par rapport à ça. Mais si déjà à la base, tu ne comprends pas, ou c'est déjà à la base, tu es peut-être, tu vas être peut-être arrogant un peu dans ton approche, mais c'est difficile après. C'est très difficile parce que tu ne vas pas vraiment faire le travail nécessaire pour t'améliorer ou pour atteindre ce niveau-là. Je sais pas si tu vois un peu. Et je sais que, ben, comme tu l'as mentionné, tu as eu l'occasion de travailler avec Wilfried, avec Yannick, Ouais. et puis avec Philippe Lafroy, qui est justement à la base de l'académie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais il est à l'Olympique Lyonnais maintenant. Oui. Depuis J'avais 27 ans. entendu. Moi, j'ai vu ça, franchement, ça m'a fait plaisir parce que c'est un gars qui a fait beaucoup, tu vois, pour le Québec et pour les jeunes de Montréal. Donc, de voir ça, en fait, c'est juste une suite logique, tu vois, par rapport à tout ce qu'il a déjà mis en place. Mais ce que je voudrais savoir, en fait, c'est ces 3 personnes en particulier, c'est quoi l'influence positive qu'ils ont eue sur toi? Commençons par Wilfried. Pas énormément parce que je ne l'ai pas vraiment eu comme coach. En fait, Wilfried, c'était plus à le voir aller. Puis, en fait, c'est une inspiration. Tu le vois aller, tu vois un peu comment il a fait les trucs, comment il a fait ça. Alors, c'est plus ça. Je te dirais Yann, un peu par rapport à la personnalité, par rapport à l'éthique de travail qu'il mettait, puis bien sûr ses connaissances, etc. Mais c'est surtout ça, en fait. Mais après, la personne avec qui j'étais, qui m'a coaché le plus, je te dirais, c'est vraiment Phil. Il a été difficile, il a été dur, mais en fait, ça fait partie du truc. Et je le remercie énormément parce que à ce moment-là, surtout à ce moment-là, c'était un peu ma première expérience, vraie expérience pardon, d'un monde professionnel, on va dire. Et puis, ça m'a fait comprendre que c'est le travail qui paye et puis que ce monde-là, en fait, il est difficile, quoi. Il n'est pas évident, ça veut dire que tu dois le comprendre et l'assumer vraiment rapidement que ce n'est pas évident comme monde. Alors non, c'est vraiment, je te dirais, Will, c'est vraiment la personne qui m'a le marqué positivement, vraiment. Bon, des fois c'était dur, hein, mais je pense qu'avec le recul maintenant, surtout maintenant que je suis coach, avec le recul, je pense que je le méritais. Les quelques fois où j'ai eu soit j'étais pas dans le groupe ou les messages où ils devaient me rencontrer dans le bureau. J'en parlais l'autre fois, c'est avec James. On rigolait, bien sûr, maintenant. On rigole. On se rappelle un peu les souvenirs, mais quelque part, on s'est dit, ouais, on le méritait, quoi. Tu avais raison. Ah oui. Il y a certains trucs, tu peux pas en tant qu'athlète de haut niveau, tu peux pas. Et, Exemple? Ouais. Mais en fait, moi, personnellement, James aussi un petit peu, mais bon, je vais pas parler pour lui. Mais moi, personnellement, j'avais un peu de difficulté, voire même beaucoup, surtout au début, avec être ponctuel, où j'arrivais en retard. Mais c'est que, je t'explique rapidement.
c'est que pour moi, j'arrivais pas en retard quelque part. Il y a eu quelques fois où je suis vraiment arrivé en retard. C'est qu'en fait, il faut venir. T'es un pro, quoi. Tu viens en avance. Tu te prépares pour l'entraînement. C'est pas tu viens, tu t'habilles rapidement dans le vestiaire et allez hop, tu vois, t'arrives un peu les yeux un peu, voilà quoi, t'es endormi, puis tu viens de te lever, t'as la trace de ton coussin sur le visage, tu vois. En fait, non, tu viens vraiment en avance, tu te prépares. On avait tout à notre disposition. Il y avait la salle de gym aussi qui était ouverte, tu vois. Tu fais de l'activation, de la prépa et tout, etc., etc. C'était ça. Tu vois, je te parlais du 6 mois, là. C'est ça, en fait, j'avais de la difficulté à comprendre au début. Puis voilà. Après, ça m'a permis. J'ai pu comprendre. Et ce qui m'a aidé aussi après, quand je suis parti en Europe et en CPL, etc., etc. Ça m'a permis. Ouais. Et justement, pour revenir encore sur ton expérience avec les U23, Ouais. tu en avais déjà parlé brièvement. Ce que tu avais expliqué, c'est que ben, on commençait à parler de toi pour éventuellement aller en équipe première. Au final, ça s'est pas fait parce que tu as certains qui étaient pas forcément plus forts que toi, mais qui étaient plus jeunes. Ouais. Voilà. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, le CF Montréal s'est dit que c'est mieux d'investir sur eux plutôt que sur toi parce qu'ils étaient plus jeunes. Mais toi maintenant, avec le recul, je dirais pas avec le recul, disons sur le moment d'abord, c'est comment que tu as pris ça. Et moi, la question que je voulais te poser aussi par rapport à ça, parce que souvent, à ce moment-là, ben, on est accompagné, tu vois, peut-être par un agent. Est-ce que c'était ton cas à ce moment-là? Est-ce que peut-être, tu vois, tu commençais, est-ce que tu avais déjà un plan où tu commençais à te projeter pour d'autres opportunités, Ouais. tu vois, les En choses fait, comme ça? tu vois, c'est exactement. Tu as touché un point, c'est que le plan, non. Et avec du recul, oui. Il aurait fallu un plan, mais non, aucunement. J'avais pas d'argent non plus. Parce que dans le temps, on pensait qu'on n'avait pas besoin d'argent. Peut-être on nous a dit de. Peut-être c'est ça qu'ils voulaient qu'on pense qu'il ne fallait pas un agent, mais je pense qu'à ce moment précis, peut-être qu'un agent aurait fait du bien. Maintenant, je vois les joueurs avoir des agents plus tôt et je trouve ça intéressant. Après, des fois, un peu trop tôt pour certains, mais bon. Mais non, je pense que, comme tu as dit, c'est que mon nom circulait, mais quelque part, c'est parce que je performais vers la deuxième partie de saison. Il circulait par logique. Comme je t'ai dit, j'étais rendu titulaire dans l'académie vers la fin. Alors, il circulait un petit peu, mais en même temps aussi, j'ai fait 3 matchs en MLS réserve. Avant, il y avait les matchs MLS réserve, c'est que tu voyageais avec la première équipe. Et puis, la première équipe allait jouer. Puis, le lendemain, la MLS réserve affrontait la MLS réserve de l'autre équipe. Okay. Puis, on s'affrontait. Le premier que j'ai eu, c'était à Chicago, je me rappelle. Puis, non, c'est ça. En fait, ça bougeait un petit peu, mais sans plus. Après, avec le recul, est-ce que je comprends? Oui. Parce que tu investis sur un plus jeune. Le plus jeune, il est déjà en équipe nationale. Ça veut dire qu'il est déjà avec les U20. Il performe, il joue déjà. Puis éventuellement, c'était lui qui allait jouer, qui allait jouer à ma place après. Tu vois. Alors, avec du recul, oui, mais sur le moment, en tant que tel, non. Parce que c'était difficile un petit peu à accepter. Parce que pour moi, en tout cas, je performais. Et je n'étais pas prêt mentalement, je pense, à vivre ça. Parce qu'après, j'ai eu une petite dépression, pardon, vraiment rapide. Mais après, je me suis repris. Mais juste pour te dire un petit peu, pour que tu comprennes, c'est que on n'était pas prêt à tout ça, mais en même temps, on devait l'être. Mais au final, c'est ça que ça a donné. Puis, avec le recul, je comprends un petit peu que tu veux mettre les jeunes de l'avant parce que voilà, quoi, c'est un petit peu eux, le projet aussi. Tu veux avoir le jeune qui joue le plus rapidement dans le monde pro, ouais, exactement. Puis voilà, quoi. Ouais. Et maintenant, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est sûr qu'il n'y a pas de formule magique, je pense, tu sais, pour, entre guillemets, répondre à une mésaventure. Et je veux bien me faire comprendre. Quand je dis mésaventure, c'est-à-dire que les choses se passent pas vraiment, tu vois, comme tu as prévu. Parce que j'ai connu ça aussi. Comme tu sais, je suis passé par Anderlecht, l'Union Saint-Gilloise. Ouais. Et c'est sûr que tu te projettes. Hein. Et là, je veux même te donner une petite anecdote. Et à ce moment-là, tu avais le coach du Bayern, Vincent Kompany, qui on jouait ensemble. Là, je te parle de U16. Et, il était costaud. Ouais, laisse faire. Laisse faire. Ben, à l'époque, hein,
moi j'étais U16, mais moi j'étais dans ma catégorie d'âge. Ok. Lui, il était U14, mais il était déjà avec nous. Ouais. Mais c'est pas qu'il était U14 et qui, dans sa façon de jouer, il ressemblait à un U14. Non, il était dominant. Il était dominant. Il était aussi exigeant, tu vois, que quand tu le voyais avec Manchester City ou avec l'équipe nationale belge, il était déjà comme ça. C'était un joueur qui était très très bon techniquement, très très fort techniquement, malgré sa taille, parce que tu sais, ben, lui maintenant il a à peu près quoi, 1m91 je pense, quelque chose comme ça. 90. Et à l'époque il avait déjà 1m85, 1m85, 75 kilos. Ouais non, c'était un beau bébé comme on dit chez nous, tu vois. Donc, mais moi je me projetais déjà. Et donc c'est sûr que quand après on te dit que c'est pas ce qui va t'arriver, Ouais. il n'y a pas de formule magique, tu Non. vois, pour ça. Ouais. Donc moi, la question que je voudrais te poser, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, Ouais. beaucoup de jeunes qui nous suivent. Toi maintenant, on va dire, si tu as un jeune, tu vois, qui se retrouve dans cette situation-là, qu'est-ce que tu vas lui dire? Bah, en fait, c'est vraiment simple. C'est même ce que je veux dire, c'est que c'est tellement simple, c'est de persévérer, quoi. Parce que vivre ce genre d'expérience te fait grandir. Sincèrement, comme j'ai dit tout à l'heure, cette expérience m'a fait grandir pour comprendre et être prêt quand je suis allé en Finlande, tu vois. Alors, c'est vraiment de la vivre à fond, c'est de comprendre et puis d'être prêt pour le next step. Tu sais, le haut niveau, le plus important, tu sais, c'est quoi? C'est comment tu réagis à tout ça. Réellement, c'est comment tu réagis directement après. Alors, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment de le comprendre et puis d'être prêt au prochain step et non de rester là-dessus, puis de trouver que des points négatifs. Et tu vas tourner en rond et tu vas perdre des semaines, des mois, peut-être même des années. C'est énorme. Et pourquoi je dis ça? Parce que je l'ai vu, quoi. J'ai vu des bons joueurs vivre un échec, si je peux l'appeler comme ça. Et après, fini, quoi. Plus rien. Et quelque part, le foot, tu peux pas, quoi. Faut être costaud mentalement. Faut juste comprendre, se dire, ok, c'est comme ça, quoi. Ça fait partie du truc. Tu passes à autre chose et puis tu avances. Sincèrement, hein, ça a l'air basique ce que je dis, hein, mais c'est le meilleur truc à faire parce que sinon tu vas rester là-dedans, tu vas perdre du temps. Et le temps, c'est important dans ce monde-là. Je pense que le temps, c'est important partout, mais encore plus là. Alors c'est vraiment le conseil que je donnerais. Bien sûr, ça reste qu'il faut quand même avoir un plan, avoir une bonne éthique de travail, etc., s'accrocher, mais il faut vraiment vivre le truc, puis le comprendre. Je vais parler après de ça, mais aussi l'entourage est important, mais c'est vraiment ça. Si j'ai un conseil à donner, c'est de grandir de ça, puis passer outre. Et maintenant, on va parler un peu de ton expérience en Finlande. Ouais. Et si je me trompe pas, avant ça, tu étais passé un peu par la PGA. Oui, 100%. Ouais, avec un autre club. Ouais, Mississippi. Ouais. Tu peux nous parler aussi un peu de cette expérience? En fait, tu vois, c'est là où je te disais mentalement, fallait être costaud parce que là, je me rappelle encore, là, c'était, il y avait plus d'USL par rapport au FC Montréal. Dans le temps, on était en USL. L'équipe s'est arrêtée. Bon, j'étais déjà plus dans les plans, pour être transparent et honnête. Mais ça reste quand même que l'équipe s'est arrêtée. Puis là, fallait trouver quelque chose. C'était très difficile. Moi, j'avais quoi? J'avais 25-26 ans, là, tu vois. C'était un petit peu difficile de trouver quelque chose. Alors, bon, la USL, j'avais rien trouvé. Et dis-toi, dans ce temps-là, j'avais pas d'argent encore. Okay? Ça veut dire que j'envoyais moi-même les emails. Petite anecdote, je vais vous raconter ça. Non, mais ça, je vais le raconter. Je me levais tous les matins. Bon, j'allais faire mon sport, j'allais courir, je faisais mes trucs, gainage, machin. Je faisais des passes sur le mur. Bon, il n'y avait pas starting, il n'y avait pas DG dans le temps, il n'y avait pas, il fallait se débrouiller. Puis, dès que je terminais ça, je rentrais à la maison. Bon, je mangeais un petit morceau. Et là, je me mettais avec mon ordi. Et là, j'allais envoyer des emails à tous les clubs que tu peux imaginer. En gros, je les cherchais dans leur site. Et j'essayais de trouver les emails via leur site. Si je trouvais les emails, j'envoyais. Et si je trouvais pas, j'allais les chercher sur Facebook. Je dis pas qu'il faut faire ça, c'est pas ça que je dis. Mais pourquoi je te raconte ça, c'est que ça fait partie du truc, quoi. Ça fait partie du process. Et que là, ça m'a forgé encore plus parce que quand je suis allé après
plus tard en Finlande, je me suis rappelé un peu de tout ça, la galère. Je me suis dit non, mais c'est impossible que je retourne à ça parce que là, je l'ai raconté en l'espace d'1 minute, mais ça a duré des mois. Je faisais ça constamment. À un moment donné, même ma famille m'ont dit comme Shaq, c'est bon, quoi, c'est correct. Tu vois, tu peux, quoi, on peut faire autre chose, quoi. C'est pas la fin du monde. Et puis là, après, il y a un agent que, bon, c'était via James. Il m'a pris, j'ai signé avec lui. Et le plan, c'était ça. Pour une fois, j'avais un plan. C'était, là, vu que tu n'as pas joué pendant des mois, tu dois te remettre en forme. Alors, il faut passer par la PDL. Là, j'ai fait, ah ouais. Et la PDL, t'es pas payé. Alors là, ça reste quand même, j'avais 26, 27 ans aussi. C'est quoi, c'est tous les joueurs ou c'est... Personne n'est payé en PDL. Ah ouais? Ouais, non. Parce qu'en fait, c'est la ligue NCAA universitaire, mais durant l'été, quoi. C'est la USL 2 maintenant, je pense, elle s'appelle comme ça. Avant, c'était la PDL, tu vois. Il me semble qu'en USL 2, maintenant, ça a changé, ouais. Ça a changé, ouais. Tu as des salaires. Tu as des petits salaires, des primes, ouais, ça a changé. Mais avant, non. Fait que voilà, quoi, fallait aller, j'arrive là-bas. Je plonge un peu dans le truc parce que je devais jouer. Puis en même temps, la Finlande, quand on a envoyé mon CV, etc., ils ont fait, ouais, mais c'est intéressant, mais le mec, il joue pas, quoi. Alors, je devais passer par là. Bref, j'y vais, ça s'est super bien passé. Je suis avec la bonne attitude, par contre. La même chose un petit peu que l'académie, bon, un peu moins, là. C'était les 2-3 premières semaines, c'était un peu difficile. Je devais m'adapter. Il fait chaud là-bas. Je suis allé dans le sud, à Jacksonville, proche de Miami. C'était pas évident. Tu joues 2 matchs, des fois 3 par semaine. C'est pas évident. Les entraînements, tu vois, un peu le style américain, là, intense. Alors, je devais m'adapter un petit peu, mais ça va, on a fait, je pense qu'on a même fait quelque chose d'historique. Là, on a fait le Final Four. Puis non, c'était top. C'était vraiment top. Et après direction Finlande. Mais ouais, vas-y. Juste pour revenir sur ce que tu disais, parce que bon, tu disais que durant cette période-là, tu n'étais pas payé. Tu faisais comment pour vivre? En fait, on avait où dormir. Ça veut dire qu'il y avait un petit dortoir là. C'était pour l'école. Mais vu que l'été, il n'y a pas d'école, alors c'était les joueurs qui dormaient là. On était quoi? C'était un truc, on était 4 par appart, quoi. Limite 2 par chambre. Non, mais tu sais, juste pour que tu comprennes un peu, j'étais pas là pour le luxe ou pour. J'avais un plan. J'étais pas le seul d'ailleurs, hein. Il y a eu Thomas Van Kizzy qui a fait une belle carrière en USL aussi, qui a joué là à Tampa Bay avec Rubens. Puis, tu sais, on n'était pas les seuls un peu où est-ce qu'on était, je te dirais, focus. Puis non, c'est ça. Tu avais aussi où manger, tu avais une cafétéria. Ça veut dire tu as quoi manger, tu as où dormir, tu t'entraînes, tu as une salle de gym à ta disposition. Tu as ce qu'il faut pour voilà, quoi, performer, mais bon, non, tu n'avais pas d'argent. Puis, tu devais juste avoir ton argent de poche. Ouais, même là, ouais, j'avais un petit peu d'économie que j'avais fait d'avant, quoi. C'est-à-dire que si j'avais quelque chose, j'utilisais un peu. Tu pouvais toujours appeler papa et maman au cas où? Oui, en fait, oui, 100%, mais j'étais éduqué un peu d'une façon où si t'as besoin, on est là, mais... Faut se débrouiller. Ouais, faut se débrouiller, parce qu'au final, c'est ça, quoi. Puis je les remercie quelque part, parce que la vie, c'est ça, faut se débrouiller. Parce que si à chaque fois, tu prends l'option facile, à un moment donné, tu vois. Alors, non, c'est ça. Mais pour revenir, j'avais tout ce qu'il fallait. Sincèrement, j'avais tout ce qu'il fallait pour me concentrer et puis performer. Et je crois, avec du recul, c'est ça qu'il me fallait. Parce que je suis parti loin, de Montréal. J'ai pu me concentrer. Et puis après, directement, aller en Finlande et voilà quoi, signer en Finlande. Maintenant, on va parler de la Finlande. Ouais, des beaux souvenirs. Mais tu disais tout à l'heure, tu vois, que c'est grâce à James. Ouais. Mais James, c'est juste pour comprendre dans la structure de Starting, et on en parlera un peu plus dans les détails. C'est quoi sa fonction à lui? En fait, James, c'est vraiment le numéro 2. En fait, c'est le prépa parce qu'il a étudié là-dedans aussi, mais c'est le coach de la catégorie U15. Mais c'est en fait, à Starting, tu passes par James, par moi, bien sûr, on a une équipe, mais si je peux le dire comme ça, c'est le numéro 2, c'est James. Il est là depuis, je te dirais depuis le début, il est arrivé 1 an après à Starting, mais en même temps,
C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. On a joué au foot ensemble, on a joué même. Vous êtes des frères. Ouais, on peut le dire comme Mhm. ça. On se connaît depuis qu'on est jeune, alors c'est juste logique. Ouais, fait que, Ok. ouais. Et c'est ça, alors, dans quelles circonstances tu as eu cette opportunité? Bah, James, pour venir un peu à ce qu'on disait là, par rapport à la relation qu'on a, c'est on est très proches. Alors, il a vu un peu la situation, que j'étais un peu laissé à moi-même. Tu sais, j'avais pas d'argent, j'avais rien. Alors, il m'a aidé, il m'a donné un petit coup de main, il m'a présenté son agent. Puis, son agent a dit, why not, tu vois. Mine de rien, ça reste quand même que c'est un gars qui était à l'académie, qui a joué en USL avec l'FC Montréal et tout. Alors, j'avais quand même une certaine cote. Il m'a pris, mais je devais passer par la PDL. Et voilà, ça s'est bien passé. Puis, ouais, c'est ça. Puis après, comme je t'ai dit, grâce à ça, je suis allé en Finlande. Et si tu les expliques un peu plus dans les détails, tu vois, ton expérience en Finlande. Ouais, là, ça devient intéressant. Là. Finlande, cet article, c'est mes deux sujets préférés. Non, c'est ça. En fait, je suis arrivé, je me rappelle encore en janvier. J'étais en train de m'entraîner. Je faisais ma petite prépa durant l'hiver. Dans le temps, ce qu'il faut comprendre, dans le temps, c'était Yann. Je faisais un petit truc l'hiver, comme ça, on s'entraînait entre pros. On n'était pas beaucoup, on était peut-être 5-6. On allait à Richelieu s'entraîner un petit peu, on touchait un petit peu au ballon, mais sinon on faisait beaucoup de gym. Les quelques pros, là, on se rencontrait, on faisait du gym et tout, alors je me préparais. Puis à partir du mois de janvier, on m'a dit let's go. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était challengeant parce que je devais tout payer par moi-même. Ça veut dire, c'est important de le dire, parce que les joueurs doivent comprendre la différence, c'est que t'as des essais ou des invitations où le joueur ne paye rien parce qu'il est pris en charge. Psychologiquement, quelque part, déjà, C'est mieux. ouais, c'est mieux, c'est différent. Là, tu es là, tu payes tout en fait. J'arrive, je ris parce que là, je ris par rapport à la suite. Je paye mon billet et puis j'y vais. Moi, dans ma tête, c'est que j'arrive là-bas en Finlande, on m'attend, tu vois. T'arrives en essai, je paye mon billet, j'arrive, ils savent je suis qui, on m'attend, puis on me dit, t'as 2 semaines de travail. Moi, c'était ça qui était à la base. C'est ce que l'agent m'avait dit. Sans nommer de nom, mais c'est ce qu'il m'avait dit. J'ai dit, ok, parfait, tu vois. Bon, Finlande, bim bam boum, j'arrive là-bas, début janvier, pardon. Déjà, c'est pas évident parce que c'était à Ekenas, ok. C'est à 1h30 de route de Helsinki. Ok. Alors j'arrive à Ekenas, il n'y a pas d'aéroport là-bas. Ça veut dire qu'il faut prendre le train, tu vois, entre Helsinki et Ekenas. Mais mon avion à Helsinki, c'était le soir, durant la nuit. J'ai atterri à Helsinki. Mais là, je devais être, comme j'ai dit, logiquement, ce qu'il m'avait dit, je devais être le lendemain à 8h à Ekenas, au centre du club, centre sportif du club. Là, il est minuit, je me fais ok, parfait. Bon, je me suis dit, je vais prendre le train durant la nuit, tranquille, quoi. C'est ce que je pensais. En fait, en Finlande, c'est que les trains arrêtent à 4h du matin, 3h du matin, ils reprennent à 5h du matin. Okay, mais moi, ça, je ne le savais pas. Pour aller à Ekena, c'est 2 trains. Tu en prends un et tu prends un deuxième. Ok, alors je prends le premier, il était à 1h quelque chose du matin. Je me suis dit, tranquille. J'arrive à peu près à 3h, je me suis dit, je vais prendre le deuxième de suite. Et il n'y a pas de train. Aïe. Il n'y avait pas de train jusqu'à peu près jusqu'à 6h du matin. Et le truc, c'est que les arrêts de train sont à l'extérieur. C'est pas fermé. Là, je devais rester dehors. Puis j'étais au milieu de nulle part. J'avais aucune idée. Maintenant, je sais j'étais où, mais j'avais aucune idée dans le temps j'étais où. J'étais dans une ville entre Helsinki et Ekenas, dans une station de train ouverte. Alors, là, j'étais resté là jusqu'à 6h. On était au mois de janvier. Exactement, t'as tout dit. Là, j'ai dû ouvrir ma valise, prendre des vêtements chauds, là, un peu. Et bon, je me suis couché, là, dans un petit coin, là. C'était propre, au moins. Je me suis couché dans un petit point, j'attendais le train, quoi. Parce que j'avais aucune idée j'étais où. Mais aucune, j'avais pas encore mis ma carte SIM. Tu vois, parce que tout était fermé. C'était quelque chose. Et là, je me suis dit, bon, c'est bien, la Finlande, bienvenue, Jacques. C'est ça que je me suis dit. Bref, petite anecdote. Après, directement, j'arrive à Ekenas, au club. Je me rappelle encore, j'arrive à 7h. Okay. Je rentre au centre.
Guichy, c'est le gars, là-bas, il est connu, là, il me reçoit. C'est un peu, il fait tout là-bas, là. C'est l'homme à tout faire, là. Il me reçoit et tout. Et là, en gros, il y avait entraînement à 10h. Ok. Là, il me dit un peu, en gros, il me regarde, il me dit, t'es qui, quoi? Là, je première journée, il sait pas et tout, ça va. Là, je lui donne mon nom, d'où je viens, etc., que, nanana, que je devais être reçu par Flan. Là, il me dit, ouais, on t'attend pas, on sait pas t'es qui. Il me dit, regarde, c'est simple. Il m'emmène au bureau du directeur technique. Ok. Je me suis dit, ok, j'arrive dans le bureau. En gros, ce que j'ai compris après la rencontre, c'est que j'étais pas attendu. Il ne savait même pas que j'allais venir. Wow. Ouais, ça te donne une idée, ouais. Ça veut dire que mon agent, mon ancien agent, Mm. m'a envoyé là-bas, mais il m'attendait pas. Alors là, bon, bref, discussion, machin, truc, j'explique la situation et tout, bim, bam, boum. Je leur fais comprendre, donnez-moi, tu sais, une semaine de try-out. Ils me disent, tu vas avoir quelques jours de try-out. Vu que tu viens de loin, etc., tu auras quelques jours de try-out. En fait, je pense qu'après, quand je leur ai montré un peu mon CV, que j'ai joué et tout, je pense que ça les a rassurés un petit peu. Alors, ils m'ont laissé faire des try-outs. J'ai fait, OK, parfait. Moi, c'était écrit que j'avais où dormir aussi. Et là, ils me disent, ben non, en fait, les appartements, parce que tu avais le centre et juste à côté, tu avais les appartements de... C'est vraiment bien fait. Tu avais les appartements, pardon, des joueurs. Et ils m'ont fait comprendre que non, en fait. Tant que tu n'as pas signé, on ne peut pas te donner un appartement. Puis, vu qu'on ne t'attendait pas pour les try-outs, quelques gars qu'on a invités en try-out, ben, eux, on a une liste, on les a déjà placés en appartement, on n'a pas de place pour toi. Et moi, je suis un peu comme ça. Je suis le genre de personne qui qui m'adapte et qui m'adapte un petit peu à tout. Je leur ai fait comprendre. Je leur ai dit, OK, c'est simple. Vous voyez le vestiaire là? Et je dors là durant la nuit. Je me lève super tôt. Je me lève à 6 h du matin et je vais à la salle de gym. Comme ça, je dérange personne. Même les joueurs, quand ils arrivent, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui arrivaient le matin à 7 h, 8 h, ils vont me voir au gym. Ça va déranger personne. Ils vont laisser faire. Alors dis-toi, pendant la première semaine de try-out, je dormais dans le vestiaire. Wow. Ouais. Je dormais dans le vestiaire, je te promets. Mais c'est pour ça tout à l'heure je t'ai dit, en fait, c'est que tout ça, quand tu accumules, tu additionnes tout ça, ben, ça ne veut pas, tu as une rage, tu as une envie de performer. Exact. Là, je me suis rappelé aussi tous les emails, tout le travail que j'ai fait avant, etc., la PDL, etc., etc. En l'espace de 4 jours, j'ai signé directement. C'était ta préparation mentale. Ah ouais, exactement. Non, je te promets, c'est super important la prépa mentale, c'est que j'avais tellement ce truc où je devais et que j'allais signer que c'était... Et puis là, après, j'ai encore ces flashs-là. Je signe, il y a la photo et tout sur le truc là, au club où est-ce qu'ils annoncent les joueurs et tout. Puis c'était top. Vraiment, de beaux souvenirs après. Et maintenant, tu sais, en tant que joueur, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est quoi, par exemple, que tu as appris des anciens? Est-ce que quand tu as commencé à jouer aussi, tu t'es dit, ben, ok, il y a peut-être aussi des portes qui peuvent s'ouvrir par après? Ouais, ben, c'est un bon point que tu amènes parce que moi, je suis un peu notre génération, je te dirais, on est beaucoup dans, on comprend la nouvelle génération parce qu'on n'est pas très loin, mais on a énormément de respect pour les anciens, les gars un peu plus âgés que nous. Tu sais, je me rappelle encore, et je l'ai remercié d'ailleurs, hein, juste avant d'aller en Finlande, j'avais pris un petit café avec Ali Gerba, tu vois. Okay. On avait discuté, il m'avait parlé un peu de son expérience et tout. Ça a l'air de rien, mais ces petits trucs-là font la diff au final parce que ça te permet de comprendre, ça te permet de voir un petit peu une autre vision, une autre perspective de tout ça. Alors, non, c'est ça, j'étais souvent en contact aussi un petit peu dans le temps. Bon, il jouait beaucoup, alors il n'avait pas trop le temps, mais un petit peu avec Assoum aussi. Tu vois, on discutait un petit peu aussi des fois. J'ai nommé son nom tout à l'heure, mais Reda, même si c'est la même génération que moi. Alors, je- pourquoi j'ai parlé d'eux? Parce que je reviens un petit peu à ça. Comme je t'ai dit tout à l'heure, l'entourage est important, très très important. Alors, j'ai essayé beaucoup de parler avec eux, d'échanger pour comprendre et savoir un peu. Ça me permettait d'être dans le bon mindset. Parce que moi, je crois en ça, l'entourage, énormément. Pour moi, quelqu'un qui est entouré est-ce que tu es là en train de discuter avec des joueurs de foot ou des gars qui ont réussi ou même qui ont eu des challenges, c'est mieux que peut-être avec des amis que tu as depuis que tu es jeune peut-être et qui font
complètement autre chose. Exact. C'est ça, parce que j'en parlais une fois avec un joueur, j'ouvre une parenthèse vraiment rapidement, j'en parlais une fois avec un joueur et il m'a dit non, mais moi je change pas mes amis d'enfance. J'ai dit, bah alors mon grand, c'est pas fait pour toi tout ça. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est la réalité. Ton entourage est super important. Bref, tout ça pour revenir à ce qu'on disait. Non, c'est ça. Alors, j'en avais profité un petit peu pour parler un peu avec eux. Ça m'a permis d'avoir de la force, si je peux le dire comme ça. Puis même en Finlande, je prenais des petits moments, je parlais aussi de temps en temps avec les gars. Puis ça me permettait aussi de comprendre et puis de surtout voir que ce que je vis, la situation que je vis, ben, ils l'ont vécu aussi, tu vois. Tu sais, j'ai raconté l'histoire que je viens de te raconter, ben, pour eux, c'était, ouais, oui, c'est ça, quoi. Ça fait partie du truc. À partir du moment que tu comprends que ça fait partie du truc, t'es comme, ok, en fait, go maintenant, on y va. Alors, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire, tu vois, que dans ton parcours, c'était une consécration? Parce que quelque part, on va dire que c'était ta première expérience en Europe. Ouais. Et voilà, je dis ça hein, parce que tu as beaucoup de jeunes aussi qui sont ici, tu vois, et qui veulent connaître la même chose. Mais moi, je trouve que c'est bien d'écouter aussi, tu vois, des témoignages comme le tien parce que, à quelque part, tu vois, ils vont comprendre que quand tu décides, tu vois, de te lancer dans ce chemin-là, faut pas penser que tout va tomber du ciel, tu vois. 100%, parce que surtout que je suis un gars du Québec, ça veut dire que je dis pas que les autres ne le sont pas, on est tous du Québec, mais c'est que j'ai joué ici, jusqu'à tard même. Ça veut dire que, tu sais, je vois des exemples, des gars qui jouent au Québec et ils me disent c'est trop tard et ils ont 19 ans. Je leur dis non, en fait, c'est pas trop tard. C'est sûr que c'est pas évident, c'est sûr que ça demande une éthique de travail, ça demande des sacrifices, ça 100%. Mais c'est pas trop tard. Alors oui, non, sincèrement, pour être honnête, je me rappelle encore du moment où j'ai signé ce contrat en Finlande. La fierté que j'avais, elle était énorme. Pas juste moi, en fait, ma famille. C'est la première fois, entre guillemets, que je sentais ma mère, elle était fière, elle était contente. Pas qu'elle n'était pas ici, mais tu vois ce que je veux dire pour elle, parce qu'il y a aussi le truc de partir, aller prendre des risques. Toute cette histoire-là, parce qu'elle connaissait un peu l'histoire aussi, par rapport au try-out et tout, etc. Alors, non, c'est vraiment ça, en fait. Les jeunes, à chaque fois que je parle avec eux, c'est de croire en eux, mais d'avoir un plan et d'avoir une éthique de travail, ça va ensemble, quoi. C'est comme à un moment donné, je parlais avec un prépa mental, et il m'a dit, en fait, l'opportunité, elle va venir. Mais tu dois être prêt à tout ça. Si l'opportunité, elle vient, exemple, tu en as 2 dans ta vie, et les 2 fois, ben, mentalement, physiquement, techniquement, ou tu n'étais pas prêt, ben, ça sert à rien. Par contre, si tu l'es, je sais pas moi, tu l'es pendant 2 ans, tu t'entraînes énormément, mais l'opportunité n'est pas là, ben, tu dois continuer, quoi, tu vois. Il faut que tu restes prêt, et quand l'opportunité, elle arrive, ben, tu l'apprends, et puis tu fonces, quoi, ouais, exactement. Ouais. Et bon, après la Finlande, ben déjà, moi, la question que je voulais te poser, est-ce que tu avais un plan particulier après ça, ou alors tu as dû tout recommencer à zéro? Mais c'est une bonne phrase, hein, tout recommencer à zéro. Des fois, tu sais, avec le recul, j'ai l'impression que j'ai souvent tout recommencé à zéro, malheureusement, mais je pense que c'est un petit peu quelque part, il y a des trucs que je faisais un peu mal. Il y a des choix aussi. Avec le recul, pour être honnête, hein, si je reviens en arrière et on me dit, parce que après la saison que j'ai fait en Finlande, excellente saison, j'avais des offres, mais des offres très intéressantes. Ça veut dire que il y avait des équipes qui jouaient en première division, qui jouaient l'Europa League. Bien sûr, c'était la qualification, mais ça reste quand même que c'est l'Europa League. Même si tu sors au premier tour, c'est intéressant, quoi, tu vois. La CPL a été créée. C'était la première année, là. Elle venait de se créer, c'était en 2019. Moi, ma saison de Finlande, c'était en 2018. Ça veut dire que là, on allait en 2019. Et là, il y avait des offres de CPL aussi qui se sont rajoutées. Le truc, c'est que j'avais l'option de revenir à la maison, d'être proche de ma famille, tu vois. On dirait que ma famille, un petit peu, tu vois. C'est là où est-ce que je me suis dit, peut-être que j'aurais dû rester, quoi. Mais rien n'arrive pour rien. J'ai eu l'offre il y avait quelques équipes de CPL, pas juste Halifax. Mais quand j'ai parlé
avec Steven Hart. J'ai compris rapidement que je voulais jouer pour lui. Côté humain, top, hein, incroyable. Alors, c'est ça, m'a fait comprendre que j'allais être le capitaine et puis que le projet allait être autour de moi. J'ai foncé, quoi. J'ai foncé. Je suis allé en CPL. Et quand je suis arrivé en CPL à la pré-saison, en fait, le coach il m'a approché puis il m'a fait comprendre que, comme il m'avait dit, l'équipe allait être autour de moi, que j'allais être capitaine et puis même plus, quoi. Qu'elle allait pousser pour que je sois en équipe nationale. Parce que ce qu'il faut comprendre, 2018, j'étais au pic. J'étais vraiment au pic. Pour un défenseur central, j'avais enchaîné des matchs, j'avais joué en Europe, j'avais joué la Coupe aussi. On allait en demi-finale de Coupe, tu vois, on avait joué contre des grosses équipes. J'étais au pic de ma forme. J'avais quoi, 27 ans, 28 ans, tu vois, pour un central en plus, tu vois ce que je veux dire. J'arrive en pré-saison, j'étais top. Sincèrement, au top. Le coach, il était fan de moi. Moi, je me sentais bien. Halifax m'avait super bien accueilli, mais réellement bien accueilli. Alors, je me suis dit, waouh, je me sens à ma place là, tu vois. Finalement, tu sais, je me disais, parce que j'avais un petit doute, hein, ce qui est normal aussi, est-ce que j'ai fait le bon choix, tu vois. Mais sur le moment même, je me rappelle encore, janvier, février 2019, je me suis dit, c'est le meilleur choix que j'ai fait. Mars, je me blesse. C'est le début de la fin. Et c'est quoi que tu as eu comme blessure? En fait, sur le coup, je pensais que c'était seulement l'ischio. Mais avec le recul, c'est que c'était connecté avec le bas du dos. Je me suis fait opérer. J'ai eu une opération à la colonne vertébrale. Mais sur le moment même, je pensais seulement que c'était une blessure à l'ischio, au hamstring. So, je pensais que ça allait être quelques semaines et que j'allais revenir. En fait, je suis jamais revenu. Au jour d'aujourd'hui encore, je suis jamais revenu de cette blessure. Je me suis fait opérer pour pouvoir vivre, pouvoir marcher. Parce qu'il faut qu'on comprenne aussi, c'est que j'étais paralysé pendant 7 semaines. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, Ok. c'était très très difficile. Mais je me suis pas fait opérer tout de suite. Ça veut dire que ça a duré 2 ans avant que je me fasse opérer. Ok. Valour, Halifax et Valour. C'est après que je me suis fait opérer. Ok. Alors c'est ça, en gros, c'est ça. Là, je me suis blessé. C'était le début de la fin. C'était très 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 difficile après à gérer. Halifax, j'avais le plus gros salaire de l'équipe aussi. Alors, plus gros salaire de l'équipe, j'ai joué 4 matchs dans l'année. Tu fais le calcul, c'est cher payé le match. Hein. Alors j'avais aussi une certaine pression des dirigeants, de tout le monde. Tu vois, c'était un peu difficile. Il y avait certains coaching staff qui me serraient même plus la main. Ouais, c'est à ce point-là. Mais c'est comme ça le monde du foot, c'est comme ça. Et puis voilà quoi. Après, tu grandis de ça, puis rebelote à zéro. Tu t'en vas faire des try-outs à Valour. Tu serres les dents. Tu réussis à signer. Ouf, tu te reblesses. Ouais. Non, mais c'est... Allez, ce que j'essaie de dire, tu vois, c'est que c'est sûr, c'est compliqué. Mais en même temps, je me dis que, voilà, rien n'arrive par hasard. Et je me dis que si tu as vécu ces choses-là aussi, c'est parce que il y a peut-être un jeune, tu vois, que tu encadres, 100%. qui va être fortifié, tu vois, par ton expérience. 100%. Ce que tu viens de dire, c'est tellement intéressant parce que sur le moment même, je me suis dit, ah mais c'est foutu quoi. Pourquoi tout ça quoi, tu vois? Parce que quand tu joues au foot, c'est dur à arrêter, sincèrement. Je pense que tout joueur de foot a une dépression après, une mini ou une plus grosse, ça dépend. Surtout quand tu arrêtes malgré toi un petit peu. Et sur le moment même, je ne comprenais pas. Mais là, avec du recul, avec Starting 11, en fait, je comprends tout quoi. Parce que je peux réellement aider ces jeunes-là, pas forcément avec ce que j'ai réussi, mais par rapport à mes échecs surtout. Hein. Je peux les orienter, les guider. Alors, je pense que comme tu as dit tout à l'heure, vraiment rien n'arrive pour rien. Tu as parlé un peu de ton parcours en CPL. Et moi, ce que je voudrais, c'est que tu compares, par exemple, 2019, les débuts de... Parce que, ce que tu dois savoir pour la petite histoire, j'ai eu d'autres joueurs de CPL, comme tu le sais, tu vois, qui sont passés au plateau. Et notamment Woubens, que tu connais très bien, mais Jason Beaulieu aussi. Ça, c'était vraiment les tout débuts du podcast. Et si je me trompe pas, je pense qu'il a joué avec toi. Hein. Non, en fait, non. Jason, lui il est arrivé l'année d'après. Ouais. Il est venu après. Ouais. Parce que lui, ce qu'il me disait, et bon, après, il faut dire aussi que lui, quand il est arrivé là-bas, les circonstances étaient un peu différentes que toi, parce que je ne sais pas si tu sais, mais
Lui a fait partie aussi à l'époque, je pense que c'était déjà le CF, si je ne me trompe pas. Mhm. C'était les débuts du CF Montréal. Lui, il était troisième gardien. Ouais, j'étais là. Voilà. J'étais là dans ce temps-là. Ouais. Et donc, lui, il a vécu aussi, il a eu aussi un peu l'expérience de MLS, tu vois. Donc, ça lui a permis de comparer un peu les deux. Alors, ce qu'il disait, c'est que dans les débuts de la CPL, c'était pas aussi professionnel, tu vois, que ça l'est aujourd'hui. Voilà. Parce que bon, comme tu sais, j'ai eu à parler à Balou aussi, tu vois. Et donc, c'est sûr que en 5-6 ans, ils ont vu quand même, tu vois, la ligue évoluer dans le bon sens. Même tout ce qui est en dehors du terrain et tout ça, tu vois, c'est quand même différent. Alors toi, avec l'expérience que tu as, les joueurs que tu encadres aussi, les joueurs par exemple qui viennent en off-season, et ça on en parlera aussi un peu plus dans les détails, comment est-ce que tu vois un peu l'évolution de cette ligue, sachant que toi aussi tu as été un joueur de cette ligue? Non, mais c'est un bon point, ce que les gars ont ramené, parce que ça a évolué, je pense, hein, sincèrement, tout ce qui est en dehors du terrain. En dehors du terrain, ça a évolué, je pense. Euh, le, le challenge par rapport à la CPL est, pour moi, hein, le numéro un challenge à la CPL, c'est que c'est pas de la faute de la CPL. Le pays, il est grand. Les vols, ils sont longs. C'est très long. Tu fais un match de championnat, tu tapes 8 heures de vol. C'est quelque chose. Quand tu arrives déjà, voilà, t'es KO. Non, mais ça a l'air de rien, mais c'est super important. Et moi, j'en parle avec les joueurs par rapport à la prépa et tout. C'est super important. Alors ça, c'est un peu difficile. Et moi, c'était le point que j'avais sorti dans le temps par rapport à la CPL. Bon, c'était plus à Halifax. C'est que il n'y a pas de... Ça a changé par contre, hein. Mais les soins ne suivaient pas, quoi. Il n'y avait pas de prépa physique, en tout cas je parle d'Halifax dans le temps. Il n'y en avait pas, c'était prépa physique, c'était la physio, elle faisait un peu double rôle. Mais c'est, je dirais pas dangereux, mais voilà quoi, tu peux pas quelque part faire un vol de 8 heures, jouer, refaire un autre vol pour venir à la maison. Quelques jours après, tu as un match de coupe. Partez à Winnipeg ou à Edmonton, match de coupe, un autre vol de 6 heures. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, par rapport à ça, c'était un peu difficile. Un peu difficile, mais ça a un petit peu évolué. Je peux te le dire et je peux te le confirmer, ça a évolué. Ça veut dire que, en même temps, c'est normal aussi, tu vois. Tu commences une ligue, faut foncer, quoi. Et après, tu t'adaptes un petit peu. Ça a évolué par rapport à ça. Et je te dirais aussi, la ligue, elle est plus jeune comparée à avant. Moi, je me rappelle quand je jouais, il y avait des joueurs avec un peu plus d'expérience. Je regarde maintenant surtout les joueurs qui sont draftés. Avant, tu faisais drafter, tu n'allais pas avoir beaucoup de minutes de jeu. Maintenant, je vois des joueurs qui sont draftés depuis 2-3 ans. Là. Bah, ils sont limite titulaires un petit peu ou ils ont quand même tu vois, un rôle important. Je trouve ça intéressant quelque part. Je trouve ça bien pour les jeunes. Alors, moi, je pense que c'est ce qui a évolué le plus par rapport à la CPL. Ce qui reste des choses encore, oui. Mais c'est surtout ça, je pense, ce qui a changé. J'écoutais Jesse March aussi qui disait que les bienfaits de la CPL, c'est que c'est un peu comme une ligue de développement, tu vois, pour les jeunes. Est-ce que toi, tu vas dans ce sens-là aussi? 100%, ouais, 100%. Tu sais, même des fois, j'en parle avec les joueurs, comme tu as dit, il y en a plein qui viennent à starting là, l'hiver. Pour moi, la CPL, c'est t'es jeune, c'est parfait. T'es un peu plus vieux, c'est bien, mais à un moment donné, voilà quoi, faut peut-être regarder aussi d'autres options, quoi. C'est pas, je le dis pas méchamment, c'est pas pour ne pas mettre la CPL de l'avant. Moi, je pense que c'est une excellente ligue. C'est la ligue de notre pays. C'est juste que ça reste quand même que c'est une ligue de développement. Ça aide aux joueurs à se développer. Ça aide aussi à certains joueurs de se mettre de l'avant pour l'équipe nationale aussi. Au moins qu'ils se fassent inviter à des camps, tu vois. Mais voilà quoi, on est encore dans le truc où est-ce que s'il y a une USL ou une MLS qui tape à la porte, ce qui est normal aussi. Alors, on va parler un peu de starting maintenant. Ouais. Déjà, à la base, parce qu'on sait, comme on le sait, tu vois, t'es le fondateur. Ouais. Comment tu as commencé? Comment t'es venu l'idée, tu vois, de mettre ça en place? En fait, c'est vraiment simple. Hein. Starting a été créé, j'étais couché au lit paralysé à l'hôpital. Tu vois, je t'ai dit 7 semaines, j'étais paralysé. C'est là où Starting a été créé. C'est que j'avais l'idée avant, même quand je jouais un petit peu, je me disais, ça serait bien de... Mais il y a l'idée, puis à le faire. Parce que
toi-même tu le sais, c'est très challengeant, hein, tout ce qui est académie privée, tout ce qui est tu vois, aider les jeunes, c'est challengeant pour plusieurs raisons, mais c'est que là, j'ai fait un plan sur 5 ans. Hein, j'étais couché, j'avais le temps pour penser à tout. Le plan, en fait, c'est que starting, tu te fais une idée, mais après, c'est que c'est pas forcément ça. Tu vois? Alors, tu t'adaptes et tu changes beaucoup de choses. Après mon opération, j'avais du temps pour moi, alors je commençais à juste aller au terrain. J'avais un ami ou deux, même petits frères et tout, je leur disais de venir, je leur faisais une petite séance. J'avais quoi? J'avais peut-être, je me rappelle encore, j'avais 10 cônes, 5 ballons. C'était vraiment ça. Hein. C'était, On a tous commencé comme ça. ouais, exact. C'était pour l'amour, c'était pour le kiff. Puis voilà, quoi, je faisais. En fait, c'était vraiment simple, c'est que j'avais créé Starting, mais je le faisais vraiment pour le kiff, pour l'amour du foot. En fait, au début, Starting, c'était pour moi. Là, vraiment, on l'a changé et puis on le met pour l'athlète, pour les autres et pour les jeunes joueurs québécois. Mais au début, c'était pour moi, en fait. C'était plus pour me faire plaisir parce que je venais de me faire opérer. Ça me permettait un petit peu de sortir un peu, puis de bouger, puis de coacher un peu. C'était vraiment un kiff personnel. J'avais peut-être 1 ou 2 joueurs par semaine, quoi. Et maintenant, 3 ans après, on est content. Dernièrement, on a fait les comptes. Je pense qu'on avait, je pense, entre 220 à 280 réservations la semaine. Alors, on est super content et fiers. Mais c'est qu'à la base, c'était du kiff, du pur plaisir. Je sais que je répète beaucoup ce mot-là depuis tout à l'heure, mais c'est que je trouve ça important parce que on doit toujours savoir savoir pourquoi on le fait. Et, et moi, c'est vraiment pour l'amour du foot, quoi. C'est à la base, pour ça que je l'ai fait. Alors, c'est comme ça que Starting a été créé. Hein. Et bon, il y a beaucoup de pros aussi qui viennent te voir. Ouais. D'ailleurs, il y en a beaucoup, comme tu sais, que je connais aussi. Mhm. Qu'est-ce qui a fait, par exemple, que tu as été capable, tu vois, d'en attirer autant Qu'est-ce qui fait aussi, tu vois, que ces pros ont envie de revenir? Parce que moi, comme je le dis toujours, tu sais, c'est bien d'avoir des joueurs de haut niveau et tout ça, tu vois, qui viennent dans ta structure. Mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais pour les garder, pour leur donner envie de revenir? C'est une excellente question, sincèrement. Après, je pense que c'est vraiment... j'en ai parlé l'autre fois, en plus, avec mon farci. Nous, comment on fonctionne, et quand je dis nous, c'est vraiment tout le staff, et surtout James, on se ressent beaucoup là-dedans, c'est de mettre de la qualité dans la séance, et en fait, c'est de mettre le joueur avant. Ça veut dire que, en même temps, ça aide parce qu'on a joué aussi. Hein. C'est comment un joueur se sent par rapport à la séance. Ça veut dire que du début jusqu'à la fin, que ce soit même l'activation avant que le joueur arrive, je te dirais même ça commence même dans le vestiaire. Ça a l'air de rien, mais quand les joueurs arrivent, tout est un peu placé, tout est carré, tu vois, dans le vestiaire et tout, ils arrivent. T'as un physio, t'as des soins, t'as une activation, t'as une zone de rouleau. Est-ce que tu vois, tu te prépares pour la séance? Après, tu as une activation technique sur le terrain, puis on y va graduellement jusqu'à temps qu'on atteint le pic de la séance. C'est assez intense. Tu as une équipe média aussi qui couvre tout ça, tu vois. Je pense que c'est ça aussi, où est-ce que, en fait, nous on est à Starting, on veut que le joueur arrive et puis qu'ils ne se disent pas, je suis pas dans mon club pro. Quelque part, c'est un peu une continuité de sa saison de club pro, tu vois. Où est-ce qu'il se sent, il se dit, en fait, je suis encore dans ma saison, je suis encore avec mon club professionnel. Bien sûr, on y va aussi avec les challenges qu'on a là, mais c'est vraiment mettre les joueurs de l'avant puis qu'ils se sentent bien. À partir de là, je pense, surtout si la séance est de qualité, je pense qu'après, il a envie aussi de revenir. Il y a aussi le petit facteur que, vu qu'on se connaît tous un petit peu de loin, je connais pas tout le monde, hein, pour être honnête. Hein. J'ai beaucoup de pros que je connais pas, mais que j'apprends à connaître à Starting. Mais ça reste quand même que on connaît la plupart. Certains, on a joué avec eux aussi. Mais je te dirais, c'est pas vraiment ça. Ça, c'est vraiment... Et en plus, c'est bien qu'on en parle parce que je ne voulais pas, quand je parle avec mon staff, je ne voulais pas que ce soit le numéro 1 de Starting. Ça veut dire que les pros viennent parce qu'on les connaît. Parce que ça, tu ne dures pas longtemps.
Tu vois ce que je veux dire? Ça doit venir peut-être en deuxième, en troisième, voire peut-être même en quatrième. Ça veut dire que oui, l'activation était bien, oui, la séance était top, oui, on avait physio, on avait les soins, les uniformes, machin, tu vois. Puis après, c'est en mode, ah oui, c'est vrai en plus. James Shack et tout, on les connaît, quoi, c'est un plus. Je dis James Shack, mais il y a aussi Joe aussi là-dedans. Il était à l'Impact de Montréal C'est vrai. en tant que préparateur, en tant que gérant d'équipement. Alors voilà, non, c'est vraiment, je te dirais, c'est une addition de tout ça qui donne starting au final. Ouais. Et justement, parmi tous les joueurs ben, c'est sûr, comme tu le sais, j'en connais pas mal, mais Ouais. parmi tous les joueurs qui s'entraînent avec toi, est-ce qu'il y a un joueur, par exemple, tu vois, qui t'a surpris dans sa manière d'être, sa discipline? Est-ce qu'il y a des joueurs en particulier, tu vois, qui t'ont vraiment, tu t'es dit, mais ça, peut-être cette qualité-là, tu vois, quand moi j'étais joueur, si je l'avais, ben, probablement que Oui. En fait, je serais c'est parti que plus haut. je pourrais te répondre à cette question, mais sous différents aspects. Mais en fait, il y a des joueurs qui m'ont surpris au niveau de leur prépa, d'autres au niveau du talent même. Ils sont tous talentueux pour être honnête, hein. Quand on a une séance où c'est que des pros, le niveau il est top, quoi. Ça va à 2000. En même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on met certains semi-pros là-dedans, ça nous permet de savoir tout de suite il est prêt ou pas, ou est-ce qu'il est rendu un petit peu, tu vois. Mais par rapport aux joueurs, rapidement comme ça, euh, tu vois, dernièrement, on avait Rudy Camacho. Tu vois, le mec, il était en avance. La séance, elle est, pardon, à 10h. Non, pardon, à 9h, à 10h30, pardon. On demande aux joueurs d'arriver à 10h. Tu vois, 9h30, il était déjà là. Ça veut dire que les coachs, on arrive à 9h15, tu vois, le temps qu'on prépare. Et il était avec les coachs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il était déjà là en train de se rouler. Je nomme Rudy, mais il y en a plein d'autres, hein. Je me mettrais à nommer tout le monde. Voilà, mais non, Rudy, vraiment, ça m'avait marqué. J'ai fait comme, le mec, il est carré, il est pro et c'est bien. Et quelque part, tu sais, je parlais avec lui, c'est logique et c'est normal aussi, tu vois. Il est rendu à un âge où est-ce qu'il doit prendre soin de son corps. Alors, je parle de Rudy, mais il y avait aussi Sam Piet aussi, qui venait toujours en avance, qui se préparait de la bonne façon. Même les autres, Zako, tu vois, un peu tout le monde. Vilsen, dernièrement aussi, est arrivé en avance. Il se préparait et tout. Alors, en fait, c'est vraiment, ils l'ont naturellement, je pense, parce qu'ils sont habitués depuis un petit bout. Puis, quand tu es pro, tu réalises que ton outil de travail, c'est ton corps. Alors, tu dois en prendre soin. Et il y en a un qui m'a, pas juste moi, James aussi, nous avait quand même impressionné parce qu'on avait beaucoup entendu parler de lui. Tu le connais d'ailleurs. On avait beaucoup entendu parler de lui, mais on l'avait jamais vraiment vu sur le terrain. Puis après la séance, on a fait OK, ouais. C'est Moïse Bombito. Ouais. Quand on l'a vu jouer, ben, on l'a eu peut-être 3-4 fois. Après la séance, on s'est dit, ouais, tu vas vite, quoi. Ouais. C'était pas. C'est vrai, quoi. Ouais, fait que c'est vraiment ça. En même temps, c'est pas anodin aussi, hein. Le mec, il joue en Ligue 1, tu vois. C'est ça. Éventuellement Champions League bientôt. Inch'Allah et tout. Ouais, j'espère. Espérons, il va revenir plus fort. Il est Mais bien parti en tout cas. oui, oui. On lui donne toute la force et tout le love. Mais non, c'est ça. Fait que là, je t'ai sorti des joueurs rapidement, mais il y en a tellement, sincèrement. Énormément. Énormément, ouais. Alors, on est bientôt à la fin. Yes. Ben regarde, tout d'abord, je voudrais te dire encore félicitations, tu vois, pour tout ce que vous avez fait. Et honnêtement, je vous souhaite vraiment tout le succès, tu vois, pour tous les objectifs que vous vous êtes fixés. Mais j'ai une dernière question à te poser. Si jamais, tu vois, tu donnais conseil à un jeune, 3 conseils, tu vois, qui valent de l'or, qu'est-ce que tu leur dirais? Un jeune, sincèrement, c'est l'éthique de travail, être costaud mentalement, puis l'entourage, je te dirais. Je sais que c'est un peu ça, j'ai tourné autour de ça durant tout le podcast, mais pour moi, c'est super important. L'éthique de travail, tu as contrôle. Alors, tu peux très bien avoir une bonne éthique de travail. Maintenant, de nos jours, tout est sur Internet. Il n'y a pas d'excuse. Tu vas sur YouTube et puis tu tapes quoi, comment être pro avant d'être pro. Être costaud mentalement, pour moi, être costaud mentalement, c'est surtout quand tu vis un échec. C'est
Tu vois, c'est pas aller trop dans le down. Et quand tu vis une réussite, c'est pas trop dans le hype aussi, tu vois. C'est être costaud. Puis l'entourage, il est super important. Je me répète beaucoup là-dedans, mais c'est super important. Quelque part, tu as le contrôle aussi un petit peu là-dedans, tu vois. Je sais que c'est difficile pour certains de faire des choix, mais au final, c'est ça le haut niveau, hein, c'est ça. Et je te dis ça, c'est même pas que dans le foot, hein. Alors, je pense que c'est vraiment ces trois-là. Puis voilà, quoi. Juste pour terminer, Ouais. parce que je pense que c'est déjà la 3e ou la 4e fois que tu as parlé de l'entourage. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret, tu vois, de ce que tu entends par entourage? Ouais, j'en ai Entourage un. positif, on va dire. J'en ai un. Parce qu'en fait, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai starting, mais j'ai un boulot aussi à côté. Je travaille en psychiatrie. Puis, pourquoi je te parle de l'entourage? Parce que les jeunes, surtout la nouvelle génération, je me permets d'un peu aller là-dedans, mais malheureusement, je vois beaucoup de jeunes qui s'entourent peut-être avec les mauvaises personnes. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne ou c'est juste qu'ils s'entourent avec des personnes qui ne vont pas forcément prendre les bonnes décisions. Et ben, quelque part, eux, ben, vu qu'ils sont entourés un peu là-dedans, ben, ils vont forcément aller, tu vois, aller prendre des mauvaises décisions, mais c'est des joueurs de foot, tu vois, ça ne va pas trop ensemble, quoi. Alors, je pense que l'entourage est super important. C'est d'être capable de se retirer un peu de tout ça, puis, tu vois, quitte à peut-être être un petit peu seul au début pour un bout, mais s'entourer peut-être les personnes qui ont le même objectif, qui ont le même goal que toi, ou qui aspirent à... Comme ça, l'union fait la force, quoi. Vous êtes tous un peu ensemble. Je le dis parce que moi, mon entourage, quand j'étais jeune, c'était beaucoup de footeux. La plupart de mes amis sont tous passés pro, et sincèrement, ça m'a énormément aidé, quoi. Alors, c'est ça que je veux dire par là. Ben, franchement, Shakib, au nom de toute l'équipe NPG, merci. Merci de nous avoir partagé aussi ton expérience. Parce que, comme je le dis encore, il y a des fois, tu vois, comme on est dans le même domaine et tout ça, tu sais comment ça se passe. Il y a des gens parfois qui se disent « Ah ouais, ils sont dans le même domaine que moi, on ne peut pas faire des choses ensemble. » Moi, personnellement, je ne suis pas de cet avis-là. C'est pour ça que j'ai toujours parlé de manière transparente avec toi pour te dire qu'on fera quelque chose ensemble. J'espère que c'est pas la dernière chose qu'on va faire. Aucunement, ça tombe bien parce que j'allais dire un petit mot à la fin. Soyez prêts, on veut voir une connexion, hein, starting NPG. Let's go. Alors, on ne sait pas, ça peut venir l'été prochain peut-être, mais soyez prêts à tout ça. C'est bon. Non, mais franchement, merci. Et l'air de rien, tu vois, ton expérience, j'en suis sûr, va aider beaucoup de jeunes. Et comme je l'ai dit, c'est sûr que moi, ça me permet de faire des belles rencontres comme celle d'aujourd'hui. Mais l'objectif principal, c'était vraiment, tu vois, d'aider la jeunesse, d'éclairer la jeunesse. Parce que, comme on le sait, oui, c'est sûr qu'au niveau du Canada, du Québec, tu vois, les choses avancent dans le foot. Il y a beaucoup de choses encore, tu vois, qui sont un peu abstraites, tu vois, pour les jeunes qui sont ici. Et donc, juste le fait, tu vois, que tu viennes partager ton expérience et tout ça, c'est honnêtement top. Bah, merci encore, merci à vous, je le répète, merci, puis félicitations pour le travail que tu fais. Sincèrement, juste avec ce podcast-là, moi je trouve ça top. Puis on souhaite que du courage et que du succès à nous deux là, pour la suite des choses. Merci en tout cas. Merci. Guys.